Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce focus de la semaine. Dans ce focus, nous allons effectivement parler des faits saillants de l'actualité nationale et internationale. On commence tout de suite par cette visite du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed au Qatar, avec qui donc nous entretenons une relation bilatérale et vers un renforcement de ces relations. La suite dans ce commentaire. C'était cette semaine que le Premier ministre de Djibouti, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a atterri à Doha en compagnie de son directeur de cabinet, Youssouf Aoulet Farah, accueilli par l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Taïb Doubed Roble, le directeur du protocole d'État, Mohamed Ali Jama. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de coopération renforcée entre les deux nations. Dès le lendemain, le Premier ministre a eu l'honneur d'être reçu en audience de travail par son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamid Al Thani, l'émir du Qatar, accompagné du ministre d'État aux Affaires étrangères, Sultan bin Saad bin Sultan. Ainsi, l'entretien a permis de mettre en avant les partenariats multiformes entre Djibouti et le Qatar, soulignant une relation de confiance qui renforce au fil des années. À l'issue de cette première rencontre, le Premier ministre a poursuivi ses discussions avec son homologue qatarien, Cheikh Mohamed bin Abdelrahman Al Thani. Cette entrevue a été l'occasion pour M. Mohamed de réaffirmer l'importance de coopération bilatérale et l'engagement de renforcer les relations entre les deux pays. Une démarche cruciale dans un contexte régional en constante évolution. La journée s'est achevée par un déjeuner offert par le vice-premier ministre et ministre d'État à la Défense, Dr Khalid Ben Mohamed, témoignant des hospitalités qatariennes, de l'importance accordée à cette visite. Au marge de cette marathon diplomatique, le Premier ministre a également rencontré le directeur général du Fonds de développement dans son hôtel afin d'explorer les initiatives pour un programme de développement multisectoriel. Cette rencontre souligne la volonté des deux pays de collaborer activement dans des domaines stratégiques de renforcement entre les liens économiques et sociaux. Djibouti et la Banque mondiale accordent leur violence sur cette formation des jeunes. Explication. Ce fut une rencontre couronnée de succès qui a débuté par un tête-à-tête suivi d'une rencontre élargie. Lors de ces discussions stratégiques, plusieurs thématiques essentielles ont été mises en avant, illustrant les propriétés du gouvernement djiboutien et de la Banque mondiale. La diversification économique a été identifiée comme un levier crucial pour réduire la dépendance au secteur traditionnel et stimuler la croissance. Enfin, la digitalisation de l'économie a émergé comme une opportunité majeure pour moderniser les infrastructures, favoriser l'innovation et améliorer l'accès aux services, tant pour les entreprises que pour les citoyens. Au cœur de la discussion, le ministre a exprimé le besoin pressant, celui de renforcer les compétences et le savoir-faire de la jeunesse djiboutienne. En effet, M. Douale a sollicité l'appui de la Banque mondiale pour mettre en place des programmes de formation adaptés visant à préparer les jeunes aux métiers d'avenir. Sa vision va au-delà des frontières nationales, aspirant à préparer cette jeunesse dynamique à occuper des niches spécifiques sur le marché du travail, tant dans les pays du Golfe qu'en Europe. S'inspirant de l'exemple kényan qui vient de signer des accords prometteurs avec l'Allemagne pour faciliter l'exportation des compétences, le ministre a plaidé pour une approche proactive. Selon lui, Djibouti pourrait devenir un carrefour des talents en formant des professionnels capables de répondre aux besoins croissants de ces marchés exigeants. Cette démarche ambitieuse témoigne d'une volonté d'anticipation dans un contexte économique mondial en mutation. La collaboration avec la Banque mondiale pourrait s'avérer déterminante non seulement pour l'éducation, mais également pour le développement socio-économique du pays. Nous allons également parler dans ce focus Dar El Hanan qui fête ses 40 ans de naissance d'espoir pour la nation. Explication. L'hôpital de maternité Dar El Hanan a récemment célébré ses 40 ans d'existence, un jalon marquant dans l'histoire de la santé maternelle et infantile à Djibouti. Cette institution emblématique qui a vu passer plus de 600 000 naissances a incarné un symbole de résilience et d'espoir pour la communauté. Depuis son ouverture, Dar El Hanan a été le témoin silencieux des cris de nouveau-nés et des murmures réconfortants des soignants. Aujourd'hui, l'hôpital a enregistré entre 40 et 55 naissances par jour, dont 20 par césarienne, grâce à une équipe dévouée, 135 sages-femmes et infirmiers. Cette activité incessante a souligné l'importance vitale de cet établissement pour les familles djiboutiennes. La journée de célébration a été marquée par une ambition et une ambiance à la fois joyeuse et solennelle. Les professionnels de santé, les représentants d'associations et d'autres invités se sont réunis dans une grande salle ornée pour l'occasion, rendant hommage aux défis surmontés et aux succès engrangés au fil des décennies. Dar El Hanan ne s'est pas contenté de soigner, il a incarné un engagement collectif pour le bien-être des femmes et des enfants. Parmi les annonces marquantes, l'ouverture prochaine d'un nouveau pôle santé, mère
6 à Bouffar, constituait une avancée significative. Ce centre moderne a répondu aux besoins croissants de la population, offrant des infrastructures adaptées aux exigences contemporaines. L'hôpital a ainsi visé à renforcer ses capacités et à garantir un accès équitable aux soins de qualité. Cette célébration n'a pas été qu'un simple anniversaire. Elle a témoigné de la détermination de Dar al-Hanan à innover et à se réinventer pour les générations futures. Place cette fois à l'actualité régionale et internationale au Kenya, une réalité virtuelle au service des plus démunis. De quoi s'agit-il? La réponse dans cette séquence. D'une jeune fille de la ville de Kumbu, située à 15 km de Nairobi au Kenya, découvre avec fascination pour la première fois des casques de réalité virtuelle. Le campus et centre Hervé en Afrique a apporté ces appareils pour une formation en réalité virtuelle, réalité étendue, réalité augmentée. L'université virtuelle veut combler le gap technologique et offrir des opportunités à ces régions où Internet est rare. Ces sessions de formation dureront 3 jours au terme desquelles les participants auront l'opportunité de rejoindre l'université virtuelle. Elles pourront ensuite partager leurs connaissances dans les régions du Kenya et du continent, contribuant ainsi à leur tour à la diffusion de cette technologie, à l'autonomisation des communautés locales. Pour que les jeunes Kenyans tirent pleinement parti des opportunités économiques offertes par la réalité virtuelle, il est crucial, je suis certain, qu'ils soient également formés à la création des contenus VR, virtualité réelle. Cela leur permettra de profiter ainsi des avantages de cette technologie. Dans un monde en constante évolution, Paul Simon poursuit sa mission de rendre la réalité virtuelle accessible à toutes les couches de la société kenyane. En Ouganda, cette fois, Hello réduit l'écart numérique dans les zones rurales. Explication. À Nakawuka, à 26 km au sud-ouest de Kampala, l'infirmier Daniel Okello se distingue par son engagement. Chaque jour, il prend en charge environ 100 patients dans ce centre de santé. Pour affronter les défis médicaux, Okello utilise les ressources en ligne. Cette amélioration dans la gestion des cas est rendue possible grâce à un hub internet innovant, le Hello Hub. Installé à Nakawuka, ce dispositif offre une connexion sans fil dans une zone où les ressources numériques étaient auparavant inexistantes. Le Hello Hub et un cabinet alimenté par énergie solaire construite par l'organisation Hello World avec l'aide des partenaires locaux. L'Ouganda compte actuellement 85 hubs à la demande continue d'augmenter. Les innovateurs estiment qu'ils dépensent environ $20,000 sur 5 ans pour mettre en place et faire fonctionner un hub. Ils espèrent que la formation des communautés pour construire leur propre hub permettra d'étendre cette révolution numérique en République démocratique du Congo, au Kenya et au Nigeria. Nous allons parler d'énergie cette fois pour clore ce focus. Dangote débute l'approvisionnement en essence au Nigeria. Les explications avec Samantha Saïd. Après des mois de négociations et 8 longues années de construction, la raffinerie nigériane est enfin opérationnelle. L'essence devrait être disponible à la pompe début octobre au Nigeria. Les premiers camions citernes chargés d'essence sont sortis de la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote. Jusqu'à là, le Nigeria importait la quasi-totalité de son pétrole. L'ambition de l'homme d'affaires est de couvrir l'intégralité des besoins en carburant du pays. Avec une capacité de production à terme de 650 000 barils de pétrole par jour, la raffinerie est en passe de transformer l'approvisionnement en énergie du pays. Elle devrait résoudre les pénuries chroniques d'essence au Nigeria tout en maintenant des prix bas à la pompe. Ce projet ambitieux a connu plusieurs faux départs en raison des complexités liées à la négociation. Mais un accord a été trouvé permettant à l'industrie de fournir 385 000 barils de brut quotidiens à la raffinerie. En échange, le NNPC devient le distributeur exclusif du carburant de raffinerie par Dangote. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.